Alors, je vous remercie à toutes et à tous d'être présents pour cet atelier numéro 4 qui s'intitule Quelle Europe de l'ESR et quelle coopération internationale. Euh, Ce matin et en début d'après-midi, on a eu déjà des ateliers très denses avec quelques notions phares qui sont ressorties. On a fait un petit état des lieux de la recherche en Europe. On a notamment parlé des invariants avec le capitalisme cognitif, la marchandisation du savoir, avec l'exemple qui a été cité du programme de la recherche de l'Union européenne, excusez-moi, Horizon 2020, qui est concentré sur 3 axes: l'excellence scientifique, la primauté industrielle et les défis globaux. Tout cela, vous le voyez bien, est complètement tourné vers le libéralisme. De ce capitalisme cognitif et cette marchandisation du savoir découlent forcément d'autres invariants au niveau européen, qui sont une précarisation des personnes, une individualisation de la recherche, et on a parlé aussi de la notion de vol du temps pour les chercheurs. D'un autre côté, il y a quelques variants justement entre les différents États, des bourses pour certains États et pour d'autres qui n'en ont pas, des prix des études très faibles dans certains pays et d'autres avec des taxes d'entrée à l'université très élevées, et bien sûr toutes les harmonisations demandées vers le haut. Dans ces cas-là, ne sont pas prises en compte, et là, il n'y a plus de processus de Bologne qui existe d'harmonisation européenne. Devant ce constat, nous pensons qu'il est possible de proposer autre chose, et cet atelier va permettre, je l'espère, d'être force de proposition aujourd'hui. Donc, croissance de l'investissement public dans l'enseignement supérieur européen, gratuité de l'université, harmonisation par le haut d'un statut protecteur des personnels et un salaire étudiant, réorientation des programmes européens de formation et de recherche, alliance entre l'Europe, la Méditerranée et l'Amérique latine. Tout cela sont des pistes de travail pour construire des politiques communes, alternatives et internationalistes. Nous avons avec nous deux intervenants qui vont chacun parler dans un premier temps de la mondialisation et du libéralisme et de leurs effets sur l'enseignement supérieur et la recherche. Et puis qui, dans un deuxième temps, présenteront chacun d'eux des programmes de recherche qui vont à contre-courant de ces méfaits du libéralisme. Dans un premier temps, c'est M. Marc Delepouve qui va prendre la parole. Il est professeur agrégé en mathématiques à l'Université de Lille 1. Il est spécialisé dans tout ce qui touche aux sciences et aux sociétés, en épistémologie, et il est spécialiste de la mondialisation aussi. Il a été à la direction de l'association ATTAC entre 2001 et 2009, et actuellement, il est responsable du secteur international du syndicat national de l'enseignement supérieur, le SNESUP-FSU. Dans un deuxième temps, c'est M. José Manuel Rodriguez qui prendra la parole. Il est professeur à l'Université de Valence en Espagne, il est sociologue, il est membre du conseil d'administration de la fondation ACM, qui veut dire Assemblée des citoyens et des citoyennes de la Méditerranée. Il revient du 5e forum pour les sciences et la démocratie, pour la démocratisation des consciences scientifiques, qui avait lieu dans le cadre du Forum mondial de Salvador de Bahia en mars 2018. Je vous laisse la parole. Merci. Tout d'abord, merci à la France Insoumise pour cette invitation qui m'a été adressée au titre de mon syndicat, le SNESUP-FSU, le syndicat français. Ce que je vais faire, c'est en quelque sorte tenter de répondre à une question vraiment extrêmement importante, qui est celle qui a été énoncée à la fin de l'atelier précédent. Pourquoi ces voix qui se faisaient entendre? Pourquoi ces voix qui permettaient de mobiliser? Pourquoi ces voix ne se font-elles plus entendre aujourd'hui? Je reformule la question qui a été posée à la fin de l'atelier précédent. Alors, je vais tenter d'apporter des éléments de réponse. Ce n'est pas pour autant qu'on aura une solution clé en main. Alors, tout d'abord, un premier point qui correspond plutôt à la réflexion de mon syndicat, parce que je suis là au titre de mon syndicat. Et après, il y aura un second point qui est une émanation, un projet qui vient d'une fédération de scientifiques internationale, dont je parlerai tout à l'heure. Alors, le premier point, si on lit les premières déclarations du processus de Bologne,
la plupart des énoncés de ces déclarations sont plutôt sympathiques. On pourrait même en signer une très grande large part. Toutefois, il y a deux mots, deux termes qui sont présents dans toutes ces déclarations. Ces deux termes, c'est compétitivité, attractivité. Et depuis que le processus est mis en place, ces deux termes ont une force extrêmement importante. Ils sont centraux dans la mise en place de ce processus. Je ne pense pas qu'il soit utile que je vous dise en quoi cela s'avère être présent dans le réel, car ça a dû être exposé longuement en début de matinée, je pense, et j'imagine que vous avez tous plus ou moins cela en tête. Alors ces termes compétitivité et attractivité, ils permettent de faire le lien, un lien qu'il faut toujours faire, entre une mesure, une politique sectorielle donnée et une politique générale. Il n'y a pas de politique sectorielle qui ne font pas partie d'une politique générale. Le processus de Bologne fait partie d'une politique générale de l'Union européenne élargie à d'autres pays européens. Alors j'insiste là-dessus car bien souvent dans le monde syndical européen, cette évidence n'est pas dans l'esprit des collègues, des camarades syndicalistes européens. Ils ont le nez sur leur secteur et ils ne pensent pas que leur secteur n'est qu'un élément de la société, que la politique qui les affecte n'est qu'un élément d'une politique plus générale. Et cet élément, l'enseignement supérieur et la recherche, est un élément central de la politique plus générale. Je vais partir, pour en parler, je vais partir du livre blanc de la Commission européenne de 1992, alors présidé par Jacques Delors, socialiste de l'époque. Et ce livre blanc s'appelait « Pour entrer dans le XXIe siècle, croissance, compétitivité, emploi ». Ce livre blanc, il est articulé autour de l'axe suivant. À l'entrée, il y a l'idée que l'Union européenne peut être un acteur majeur, un acteur gagnant dans la compétition mondiale. Et donc, partant de là, il y avait l'idée qu'il fallait ouvrir tout azimut les frontières européennes en termes commerciaux et financiers. Ça, c'est une partie importante du livre blanc. Mais pour que l'on soit gagnant dans cette compétition mondiale, il fallait utiliser les deux armes principales, la compétitivité économique, lesquelles armes sont l'innovation et l'adaptation ou formation, on appelle ça comme on veut, des travailleurs, qui dans la novlangue s'appelle employabilité. Si bien que l'enseignement supérieur et la recherche, dans tous les pays européens, dans un but de compétitivité économique, celles-là, sont soumis à leur usage en tant qu'arme de la compétition économique mondiale. Et ce constat est de plus en plus présent. Comme vous le savez, l'Argentine est dans le même marché mondial que l'Union européenne. Et donc, en Argentine, on a les mêmes contraintes qui s'exercent sur l'enseignement supérieur et sur la recherche. Ces contraintes sont mondiales. D'ailleurs, il y a un numéro d'une revue qui s'appelle la VRS, Vie de la recherche scientifique, qui est édité à la fois par mon syndicat, le SNESUP, et par le SNCS, ce sont deux syndicats de la FSU, que nous avons rédigé durant l'été 2014. Donc j'étais l'un des deux rédacteurs de cette affaire, où on interroge des syndicats de tous les continents, et le constat est le même, il est édifiant, les mêmes politiques, en tout cas les mêmes orientations politiques, les mêmes évolutions de l'enseignement supérieur et de la recherche imposées par le politique sont présentes partout dans le monde. Précarité, puissance, poids de plus en plus grand de l'entreprise, mise en concurrence, etc., etc. Alors, face à ce constat, qu'on pourrait faire pour plein d'autres secteurs d'activité en Europe et dans le monde, il y a un bilan que fait mon syndicat, c'est que ce bilan est qu'il est important d'extraire les sociétés humaines d'un marché qui n'a pas en face de lui un contre-pouvoir politique et aussi social important. Or, aujourd'hui, le marché mondial n'a pas en face de lui un pouvoir politique puissant. Ce qui fait que tous les acteurs, tous les gouvernements sont en compétition les uns contre les autres dans le cadre de ce marché mondial qui n'existait pas il y a 30 ans. C'est une pure construction qui a été... Alors, un marché mondial, évidemment, il y en a toujours eu un. Il y a toujours eu un marché mondial de tout temps. Mais la nature
du marché mondial, du marché financier actuel, est totalement inédite. En raison, évidemment, des moyens de communication modernes, que ce soit numérique ou les transports, bateaux, etc., avions, mais aussi en raison de choix politiques d'ouverture des frontières à un niveau totalement inédit. Donc, nous, ce qu'on demande, c'est que pour pouvoir retrouver des marges de manœuvre importantes, c'est que l'Union européenne, sinon un espace économique suffisamment grand, établisse un contrôle politique des échanges commerciaux et financiers, des échanges économiques et financiers, entre cet espace qui peut être une forme d'Union européenne et les autres régions du monde, dans un esprit de solidarité avec les autres régions du monde, évidemment. De solidarité pour notamment faire face aux grands défis de ce XXIe siècle, que sont le changement climatique, que sont la bifurcation que connaît le vivant, dont on ne connaît pas le devenir, et que sont aussi, par exemple, l'évolution des océans. Ces problèmes majeurs du système Terre, pour pouvoir les prendre à bras-le-corps, il faut que le pouvoir politique soit en état de le faire, et donc qu'il ne soit pas totalement focalisé par l'affrontement économique entre les territoires économiques. L'ensemble des sociétés, aujourd'hui, sont soumis à une forme de mobilisation générale pour défendre les territoires dans le cadre de l'affrontement économique mondial. Alors, évidemment, pour conclure sur ces généralités, dans cet espace de marché mondial, il y a des acteurs majeurs qui ont émergé, qui existaient déjà dans les années 60 ou avant, mais qui ont pris aujourd'hui une force extrêmement importante, terrible. Ce sont les entreprises transnationales. Donc il faut que le politique reprenne la main, sinon la démocratie ne peut pas s'exercer. Sinon la défense des droits sociaux ne peut pas se faire, sinon la défense de l'environnement ne peut pas se faire. Donc il y a une condition sine qua non. Je ne suis pas en train de dire que qu'il faut attendre le jour où les politiques auront réussi à... Les politiques qui ne seront évidemment ni Macron, ni Macri, ni Trump. Que de nouveaux partis politiques, il ne faut pas attendre que de nouveaux partis politiques aient pris le pouvoir pour pouvoir réguler le monde. Il faut évidemment de suite agir, et ne pas attendre et défendre ce qu'on peut défendre. D'ailleurs, ce qui est terrible, c'est qu'aujourd'hui, culturellement, les syndicalistes, les directions syndicales, y compris de mon syndicat, et je me bats en vain contre ça, ont totalement, mais c'est vrai partout dans le monde, ont intégré l'idée qu'on ne peut pas gagner, qu'on ne peut que résister pour freiner le mouvement, pour ralentir le mouvement de dégradation. Il n'y a pas l'idée qu'on peut rebondir à un moment donné pour gagner. Or, j'ai tendance à penser qu'à l'échelle européenne, les néolibéraux sont très mal aujourd'hui. Ce qui se passe en Italie le montre, le Brexit le montre, etc., etc. Donc on est à un moment où les mouvements sociaux, les mouvements politiques peuvent, je pense, ont une opportunité qui est nouvelle, qui est récente, de pouvoir remettre en avant du projet. Ce qui était faux il y a 5 ans, je pense, commence à être vrai aujourd'hui. D'où l'importance des émergences qui apparaissent, que ce soit en Angleterre avec Corbyn ou... Je ne parlerai pas de la France parce que j'ai un devoir de neutralité. En tout cas, l'ensemble de la mouvance de gauche en France ou aussi ce qui peut se passer avec Podemos en Espagne ou ailleurs. Donc on a vraiment une situation où on peut parler projet. Mais si on parle projet, il ne faut pas le faire naïvement. Il ne faut pas faire croire qu'on peut changer le monde à partir de son petit pays, que ce soit la France, l'Espagne ou le Portugal ou la Grèce. C'est une illusion. On a des marges de manœuvre au niveau national. Il faut les prendre. Il faut se battre pour les prendre. Mais le principal combat est au niveau européen, pour ce qui nous concerne, et au niveau mondial. Alors, il ne s'agit pas uniquement de critiquer le système existant et de dire qu'il faut changer les modalités commerciales entre les grands espaces régionaux mondiaux. Il faut aussi faire des propositions concrètes. En ce sens, la Fédération mondiale des travailleurs scientifiques, organisation internationale au titre de laquelle j'ai un mandat au niveau de la direction de cette fédération,
a rédigé un appel, qui est un appel à ce que un appel pour un projet de recherche mondiale exceptionnel et urgent. Le sous-titre de notre appel, c'est « Agir avant qu'il ne soit trop tard ». Alors, cet appel qu'on appelle l'appel de Dakar, car c'est à Dakar qu'il a émergé, c'est un symbole de le faire émerger à Dakar et non pas dans un pays du Nord. C'est aussi un symbole de le faire émerger à Dakar parce qu'au Sénégal, la démocratie fonctionne au moins aussi bien qu'en France. Donc c'est un double symbole, du moins jusqu'à ce jour. Alors, c'est un appel aux scientifiques, aux États et aux populations de la planète. C'est un appel pour qu'on mette en place un projet mondial basé sur des principes de solidarité et de coopération, mais coopération au sens mutuel du terme, pas des coopérations nord-sud, mais des coopérations sud-sud, sud-nord, nord-sud, où on est tous partenaires sur un pied d'égalité. Un projet mondial dont on a fixé le niveau en termes de financement à 2% du PIB, c'est-à-dire 1 200 milliards d'euros par an, 2% du PIB mondial. Ça peut paraître énorme au regard de ce qui est aujourd'hui engagé sur les questions dont on va parler. Mais on pense que ce n'est pas énorme, d'autant que ce 2%, dans notre esprit, il intègre la formation des chercheurs, et donc un modèle d'éducation rénové qui rend attractif la recherche, mais aussi qui permet de former des chercheurs éclairés, et non pas des chercheurs obnubilés par le petit segment disciplinaire dans lequel ils travaillent. Cette question a été très clairement soulevée à plusieurs reprises aujourd'hui, je n'y reviens pas. Et déjà, l'idée de former des chercheurs pour participer au projet auquel on appelle, c'est quelque chose qui aura un coût important. Ça demande une réforme des systèmes d'éducation, et notamment des systèmes universitaires. Et notre projet va jusqu'à la concrétisation des produits utiles pour la transition dont je vais parler. La finalisation de ces projets, c'est aussi leur adaptation aux réalités locales. Il ne s'agit pas de produire pour l'humanité quelque chose qui vient du Sénégal pour l'humanité ou de la France pour l'humanité. C'est une coopération mondiale avec des applications locales en fonction des réalités locales, c'est-à-dire des cultures locales, des réalités climatiques locales, économiques, etc. Alors, ce projet, il part de l'idée que le climat, j'en ai parlé il y a quelques instants, la biosphère et les océans, en fait, l'ensemble du système Terre, entre dans une ère inconnue. On est aujourd'hui face à une bifurcation du système Terre et on ne sait pas, si on n'agit pas hyper rapidement, où nous mènera cette bifurcation. Un exemple, puisqu'on a parlé de biologie aujourd'hui, qui me semble, si jamais il ne me reste plus qu'une minute, il faut me le dire, et je peux être rapide pour abréger. D'accord. Ok, parfait. Mes travaux de recherche portent essentiellement sur le système Terre et le climat et sur les relations sciences-société, sciences politiques. Donc, alors, le constat qu'on peut faire, c'est que la plus grande inconnue concernant l'avenir est peut-être, je pense, le monde du vivant microscopique au niveau des océans. Les océans sont l'endroit où se régule le climat. C'est les océans qui émettent une large partie de l'oxygène qui est dans le climat, une large partie du CO2, une large partie du méthane, si ça a été découvert il y a quelques années seulement. Et en outre, ce vivant, il absorbe le CO2, il absorbe éventuellement le méthane. Donc c'est vraiment la pompe, c'est le moteur du climat, ce sont les océans, c'est les micro-organismes dans les océans. Or, ces micro-organismes, on sait qu'ils peuvent évoluer hyper vite. Les mutations au niveau des micro-organismes sont fréquentes et rapides, et aussi et surtout leurs propagations sont extrêmement rapides. Donc on a là une source d'évolution qui pourrait d'ailleurs être positive. Il se peut que dans 10 ans, dans 20 ans, on ait des mutations au sein des océans qui fait que les océans absorberaient davantage de CO2. Ce n'est pas impossible. Le plus probable, c'est le contraire. Parce qu'aujourd'hui, déjà, il y a des zones mortes qui se développent, et les zones mortes sont source de méthane, ce qui est dramatique pour le changement climatique. Mais comme je suis scientifique, je ne tiens pas à faire de la politique
dramatisant, il faut considérer que les émergences positives peuvent aussi apparaître au sein des vivants. Enfin, globalement, on est en train de jouer avec le feu, et donc il s'agit d'aller vite pour faire face à cette situation. D'où la nécessité d'un plan de recherche, parce qu'à la recherche, il en faudra. La recherche pour mieux comprendre la situation, la recherche pour dégager des nouveaux outils technologiques pour y remédier, et aussi la recherche pour changer l'économie et les activités humaines pour y remédier. Donc, ce qui fait que l'ensemble des recherches, aussi, y compris en sciences humaines et sociales, ont un rôle majeur à jouer pour cette transition. Mais comme je ne veux pas désespérer chacune et chacun, il y a, mais ça c'est hors mandat, c'est un travail personnel. Dans le dernier truc que je viens d'écrire, j'insiste beaucoup sur le fait que pour comprendre la situation dans laquelle est le système Terre et l'humanité qui en fait partie, il faut utiliser les notions de la complexité, qui intègrent les notions de bifurcation et d'émergence. Émergence dont je viens de parler, bifurcation, système Terre est en train de bifurquer, de changer de nature, le climat avec. Donc il faut bien maîtriser les notions de bifurcation et d'émergence et d'imprévisibilité. Ce qui est très mal fait aujourd'hui par l'ensemble de la communication scientifique, communication vers le grand public, je veux dire. Et pour éviter que cette description du système Terre soit tout à fait anxiogène, il faut se rappeler quelque chose qui pouvait sembler évident il y a quelques décennies, mais qui l'est de moins en moins dans l'espace public, c'est que l'humanité est elle-même un système complexe, capable d'émergence majeure et de bifurcation majeure. L'histoire le montre. Donc, c'est face à la complexité du système Terre, pour ne pas désespérer les populations, il faut leur rappeler que les modifications radicales des comportements humains et des sociétés humaines peuvent s'opérer parce que l'humanité est d'une telle complexité que ceux qui font des travaux sociologiques trop rapides et qui parlent de l'avenir de l'humanité souvent oublient le côté imprévisible de l'humanité. L'humanité reste largement imprévisible dès lors que, tout comme un être humain d'ailleurs, dès lors que les pressions qui s'exercent sur elle, dès lors que les conditions dans lesquelles on la met, et dès lors qu'elle a conscience de cela, elle est capable de changer rapidement. Elle est capable de bifurquer en tant que système complexe. Et des émergences apparaîtront en elle dès lors que cette prise de conscience aura lieu. Donc le travail qu'ont à faire les scientifiques pour développer la prise de conscience de l'état dans lequel on est, c'est majeur. Mais encore faut-il l'accompagner d'un discours qui montre que l'humanité est capable, elle aussi, de bifurquer positivement ou négativement, d'ailleurs. Pour le meilleur ou pour le pire, comme dit la formule populaire. Donc, pour conclure, je dirais que si l'on veut espérer qu'il y a un mouvement de gauche, j'appelle comme ça parce que c'est mon langage, et puis même mon syndicat se considère à gauche, qu'il y a un mouvement de gauche qui émerge en France, en Europe et dans le monde, et que ce mouvement de gauche soit durablement capable d'avoir le pouvoir politique, encore faut-il que ce mouvement de gauche agisse en toute lucidité, autant à l'égard du libre-échange qu'à l'égard de la situation dans laquelle est le système Terre. Et aussi à l'égard, pour terminer, de la capacité qu'a l'humanité à connaître en son sein des émergences et de vivre des bifurcations majeures. Si vous prenez ces trois éléments-là, ça fait un triangle, vous pouvez construire, je pense, un discours politique qui soit en capacité, c'est ma conviction et c'est mon pari, de mener à terme un changement de société qui nous libère du néolibéralisme et de toutes les catastrophes humaines et environnementales, culturelles et démocratiques qui l'accompagnent. Merci. Buenas tardes. En primer lugar, agradecer la invitación, porque además considero que... Bonjour, je voudrais tout d'abord vous remercier pour l'invitation. No solo por la invitación, sino porque considero que la France Insoumise ha puesto en el debate un tema que es central, que es el propio papel de los estudios superiores y de la
universidad europea. Non seulement la France, je voudrais remercier la France Insoumise non seulement pour cette invitation, mais aussi pour le rôle qu'il joue justement dans la réflexion, dans le débat que peut avoir la place de l'éducation supérieure et la thématique particulière de l'éducation. Vengo de España. En España hemos tenido transformaciones políticas muy interesantes en estos últimos años y la nueva política, la política transformadora, no le ha dado, en mi opinión, la importancia que tiene la crítica y el análisis a los estudios superiores. Por eso me parece particularmente importante esta iniciativa. Je viens d'Espagne et dans mon pays, il y a eu beaucoup de transformations politiques et les nouvelles transformations politiques n'ont pas pris en compte justement l'aspect central de l'éducation et c'est justement une des raisons pour lesquelles aussi je remercie la France Insoumise. He preparado mi intervención por escrito y la dejaré a los organizadores, pero en ese sentido me voy a centrar en tres cuestiones principalmente para que podamos tener más tiempo para debate. Quien tenga interés puede leer en extenso la intervención. J'ai préparé mon intervention par écrit et je vais la laisser aux organisateurs. Mais je voudrais centrer justement ce débat sur 3 points que je vais développer. El primer punto es un análisis de la promoción del capitalismo académico en la globalización neoliberal, en el que repetiré bastantes cosas de las que ya se han ido diciendo a lo largo de este día, pero añadiré una cosa diferente. La première, c'est l'analyse justement de cette promotion, de cette publicité que fait le capitalisme académique à toute la partie de la globalisation néolibérale pour justement appuyer ce système. La idea es que en el discurso del capitalismo académico se sostiene lo público desmantelándolo. Mais je rajouterai une chose, c'est que dans le système, justement, on promouvoit, enfin, on fait de la publicité au capitalisme académique. Desmantelándolo. Mais tout en le démantelant. No es solo una contradicción en términos matemáticos, sino es algo diferente. Algo diferente que, por ejemplo, Donald Trump hace muy bien. Es hacer lo contrario de lo que se dice en nombre de lo que se dice. Ce n'est pas une contradiction d'un point de vue purement mathématique, mais c'est un peu comme ce que fait Donald Trump, c'est dire une chose et faire exactement le contraire de ce qu'on dit, et par la suite le contraire de la chose. Lo ilustraré con ejemplos de la Universidad Española. La segunda cuestión es una propuesta, los elementos claves que, en mi opinión, debería tener una propuesta emancipadora, global, autónoma y alternativa de los estudios superiores, una propuesta contrahegemónica a la globalización neoliberal. Je vais justement dans ce premier point illustrer par la suite à travers les universités espagnoles. Et mon second point, c'est justement plus une proposition que je vais développer. Comment répondre à ce capitalisme, académique et cette globalisation dans le domaine de l'éducation. Este segundo punto lo ilustraré también con 3 movimientos que han señalado propuestas concretas de transformación. El primero es un movimiento francés y que se vincula a la Carta de la Desexcelencia. El segundo es un movimiento español de la Universidad de Valencia que se llama el movimiento indocente. El tercero tiene que ver
con las propuestas que han ido saliendo a lo largo del primer Foro Social Mundial de Ciencia y Democracia en 2009 en Belén de Pará, hasta el último celebrado este mismo año en Salvador de Bahía. Propuestas más globales dirigidas a otra epistemología y a otra concepción del conocimiento y de la transformación social. Je vais essayer d'illustrer ce second point par les propositions aussi qui sont l'illustration qui viennent de trois mouvements. Le premier qui est en France, qui est dans la continuité de la carte d'excellence. Le second est espagnol, qui est plus situé sur Indocente. Et le troisième qui est sur ce forum social méditerranéen et qui a été par la suite mis et illustré au forum social mondial à Salvador. Concluiré con una propuesta de la universidad, de una universidad pública, autónoma, internacional y global como un bien común. Y con una conclusión que adelanto ya, es una conclusión que pertenece al sociólogo portugués Boaventura de Sousa Santos. La conclusión dice que no puede haber justicia social si no hay justicia cognitiva. Et puis au final, je vais conclure avec cette réflexion justement d'une université, d'une éducation autonome mondiale qui va dans le sens du bien commun. Et je finirai par les quelques paroles de Sousa Santos sur cette idée qu'il n'y a pas de justice sociale sans justice cognitive. Nuestro trabajo es contribuir a esa justicia cognitiva. Bien, el neoliberalismo como fuerza razón del mundo genera una norma de vida que obliga a cada uno a vivir en un universo de competición generalizada, impone a los asalariados y a las poblaciones que entren en una lucha económica unos contra otros, empuja a justificar desigualdades cada vez mayores y remodela la subjetividad de los individuos, proponiéndoles que se conciban y se conduzcan como empresas. La première, c'est sur cette idée de compétitivité généralisée, qui pousse les uns contre les autres, qui pousse à plus d'inégalités, qui pousse à plus d'injustice et qui pousse à tous les méfaits que vous connaissez. Et qui pousse entre autres à ces lois de marché et à la marchandisation de l'éducation. Justement, je vais arriver en essayant de proposer que l'on essaye, au final, un poco. Et qu'au final, que tous ces regards, que toutes ces propositions se mettent comme un système d'entreprise et que chaque individu et que chaque système se comporte comme une entreprise. Hace calor, permitidme una broma. Ser empresas es ser capaces de sacar el innovador, emprendedor que todos llevamos dentro. Il fait chaud et permettez-moi juste de faire une petite blague. Être une entreprise, c'est être capable de sortir toute notre innovation, tout ce que l'on a à l'intérieur. Este proceso, como en la película El Exorcista, es un proceso que solo pueden hacer los exorcistas, ¿no? Ce process, cette façon de faire, c'est quelque chose que c'est comme un peu comme le film de l'exorciste où seul l'exorciste est en capacité de le faire. El capitalismo académico, respondiendo a la subjetividad neoliberal, propone que saquemos todos el innovador que llevamos dentro. Algunos ya lo han conseguido.
Le capitalisme académique souhaite que l'on sorte de nous tout ce qui est nouveau, tout ce qui est récent et tout ce qui est savoir pour la suite. Et certaines, en tout cas entreprises, l'ont déjà réussi d'une certaine manière. El capitalismo académico hace lo contrario de lo que dice, en nombre de lo que dice. El ejemplo que voy a utilizar para ilustrarlo es el decreto que se puso en marcha en 2012 en las universidades españolas, esta propuesta. Una propuesta que radicalizaba a Bolonia y la llevaba mucho más lejos. Le capitalisme académique fait le contraire de ce qu'il dit. Et je vais essayer de le développer à travers une proposition qui était une proposition au moment de Bologne, justement, et une proposition nettement plus radicale et qui allait nettement plus loin que cela. El nombre del decreto es el siguiente: medidas urgentes de racionalización del gasto público en el ámbito educativo. C'était à travers un décret, et ce décret disait exactement, c'était des mesures urgentes de rationalisation des investissements publics dans le domaine de l'éducation. Es algo parecido a lo que pasaba en Argentina cuando Macri se convierte en un defensor de las universidades populares, ¿no? Es un modelo muy semejante. Bueno, c'est un peu similaire de ce qui s'est passé en Argentine lorsque Macri, à travers l'idée entre guillemets de l'université populaire, se faisait en défenseur, se prétendait en défenseur des universités populaires. Los otros ejemplos más concretos, ¿no?, de este capitalismo académico sería que se promueve la evaluación de la investigación pública con los criterios de las empresas privadas. L'autre exemple plus concret est celui qui donne l'idée de promouvoir tous les investissements publics avec des critères des entreprises privées. Se promueve la calidad docente devaluándola efectivamente a través del aumento de la carga docente del sector privilegiado dentro de la universidad y cargando con carga docente al sector más precario. C'est l'idée justement de promouvoir la qualité de l'étudiant, en diminuant de façon effective tout ce qui est la charge de l'étudiant et en baissant le salaire justement également de l'étudiant et en baissant les capacités et en du coup dévaluant son efficacité. Se defiende la universidad pública facilitando su mercantilización y privatización. La défense de l'université publique en facilitant la marchandisation et la privatisation. Y por último, se persigue la excelencia de los investigadores universitarios a través de la precariedad laboral de sus condiciones laborales, aumentando la precariedad laboral de sus condiciones laborales. Y se garantiza el futuro de los estudiantes universitarios endeudándolos en el presente. Et ensuite, on poursuit avec l'idée d'excellence à travers les chercheurs universitaires qui sont de plus en plus précarisés à travers les différentes conditions sociales et leurs conditions de travail. Et enfin, on met en place un endettement pensé des étudiants.
las hipotecas para estudios, los créditos para estudios universitarios no han sido muy extendidos en España, pero ya hemos asistido a la primera reclamación hace una semana de un banco a una estudiante universitaria para que devolviera el crédito concedido. Les hypothèques et les demandes de retour de crédit ne sont pas encore quelque chose de massif en Espagne, mais on commence à assister récemment avec des banques qui demandent justement le retour, le remboursement des crédits qui ont été accordés à des étudiants. Bien. Estos ejemplos son ejemplos reales de prácticas concretas en la Universidad Española y que dan lugar a luchas y resistencias, ¿no? No, estoy hablando de cuestiones concretas, y que están dando lugar a conflictos, luchas y resistencias. Ces exemples sont des exemples concrets, mais qui, derrière tout ça, amènent également à des réalités concrètes de lutte et de résistance. Donc, il y a également des luttes et des résistances derrière tout ça. Segundo momento, ¿cuál sería la propuesta de otra universidad posible? Otra universidad democrática y emancipadora para el marco europeo, en primer lugar, para las regiones, para algunas regiones europeas en segundo lugar, y en conjunto una propuesta que pudiese globalizarse. Alors, on est dans un second temps, justement, quelle idée justement de cette autre université, cette université de l'avenir, cette université émancipatrice que l'on peut réfléchir et que l'on peut en mettre en place. Et je pense qu'avant tout, déjà dans un cadre global, dans un cadre international au niveau de l'Europe, pour ensuite pouvoir le définir d'un point de vue plus large. Los elementos, muy sintéticamente, que contendría esta propuesta pasarían, primero, por una desmercantilización de las estructuras de gestión, investigación y docencia. Donc, dans cette proposition, ces idées, les éléments que l'on peut éventuellement mettre en place, la première, c'est cette idée de démarchandisation de l'ensemble des structures de gestion et de recherche à l'intérieur des universités. En segundo lugar, la promoción de los usos sociales de la ciencia y la democratización y su transferencia a la sociedad en su conjunto. No solo a la empresa. La seconde, c'est la promotion des recherches scientifiques dans une réflexion de partage vers la société et pour la société. En tercer lugar, debe sostenerse en una descolonización de las prácticas de producción de las subjetividades neoliberales. Ensuite, une décolonisation des différentes pratiques, des pratiques subjectives des pratiques subjectives néolibérales, quoi. De la production subjective néolibérale. Debe ser, en cuarto lugar, una universidad capaz de integrar la ecología de saberes que requiere una globalización contrahegemónica. Et en quatrième point, permettre qu'il y ait une université qui développe l'écologie des savoirs. Por último, en quinto lugar, este modelo debe basarse en una democratización de la democracia participativa actual de las universidades. Debe basarse en una democracia real frente a la actual democracia formal. Le cinquième serait une démocratisation de la vie démocratique. C'est en clair essayer de redonner une véritable démocratie à la situation, à la vie dans les universités et dans l'éducation en général. Bueno,
no me voy a extender sobre las propuestas concretas que facilitarían estas tareas, las tenéis en el texto. Quizá voy a ir, para que tengamos más tiempo para el debate, al final, ¿no? Je vais pas m'étendre sur l'ensemble des points qui sont cités justement sur ce texte. Je préfère aller directement vers la fin, vers les choses directes pour qu'on les partage. La conclusión, pues, es que es necesario dirigirnos hacia una universidad pública, autónoma, contrahegemónica y entendida como un bien común. Donc, je dirais que en conclusion, l'idée, c'est de se diriger vers une université publique de droit commun, de bien commun, hégémonique et qui garde cette entité et ce lien du bien commun. Las universidades públicas nunca han sido verdaderamente públicas. Solo mediante la descolonización del capitalismo académico actual y de las subjetividades neoliberales que producen, podremos abrir el camino hacia unas universidades públicas entendidas como bien común. Les universités publiques n'ont jamais vraiment été publiques. On peut réfléchir justement sur une... El bien común, ya lo dijimos. On revient sur cette idée de bien commun, que les universités publiques n'ont jamais été vraiment publiques. Donc garder un peu ce sens que pour arriver à cette idée qu'elles appartiennent vraiment à le public, il faut avoir cette notion de bien commun. Desde esa universidad como bien común podremos recuperar las luchas desde el mayo del 68 hasta la actualidad. Podremos trabajar por una universidad que permita una igualdad real de oportunidades y una democratización real del conocimiento. On pourrait reprendre les différentes luttes et les différentes expériences qui ont été mises en place depuis mai 68 jusqu'à nos jours. Une idée d'égalité des savoirs, une idée de démocratisation des savoirs, une idée de lutte en continu. Es necesario, y concluyo con esta idea, generar dentro y fuera de las universidades movilizaciones colectivas en esta dirección, capaz de dar respuestas a las necesidades que reclaman los diferentes sectores sociales. La sociedad del conocimiento, y esta era la idea que señalaba al principio, si nos dice algo, la sociedad del conocimiento, el capitalismo cognitivo, si nos dice algo de verdad, es que el conocimiento ha adquirido una centralidad política indiscutible. Ya no es posible pensar, como ha precisado Sousa Santos, una justicia social sin una justicia cognitiva. Ya no es posible pensar en sociedades democráticas si no hay una democratización real de la transmisión del saber y del conocimiento a escala global. Gracias. Il est justement l'idée justement de réfléchir à cette idée de mobilisation collective et en continu et qui répondent directement à la société, aux besoins des différents secteurs sociaux et s'affronter à cette dictature de la connaissance, de la captation du cognitif, des savoirs, de la connaissance du cognitif. Mais car rien n'est impossible et comme le disait Sousa Santos, il n'y aura pas de justice sociale sans justice cognitive. Muchas gracias al traductor. Muchas gracias a ti. Merci. On va pouvoir commencer à prendre les questions.
Merci. Merci beaucoup pour vos présentations. Moi, je retiens deux idées, puis je poserai deux questions peut-être plus à José Manuel Rodríguez. J'ai retenu de ta proposition, enfin en tout cas parce que comme le but de l'atelier, c'est de se dire quelles alternatives, quelles coopérations et voir cette Europe de l'ESR par rapport à l'Europe là qui se forge. Quel type de propositions en fait concrètes et surtout, si j'utilisais un mot néolibéral de la feuille de route, ça serait horrible. Mais c'est l'idée un peu quelles sont nos prochaines étapes peut-être. Donc c'est pour ça que je me disais que j'avais deux questions. Donc dans ton idée de soutenir par exemple cet appel, parce que l'appel de Dakar me semble extrêmement intéressant d'avoir par rapport au programme européen qui est vraiment extrêmement ciblé et qui en est loin quand même de 2% du PIB en l'occurrence. Mais imaginons un programme mondial de 2% du PIB mondial, c'est vrai que c'est un chemin loin, mais bon, peut-être que ça peut être intéressant de quand même soutenir, enfin réfléchir en tout cas à la comment dire, l'opérationnalité, enfin comment on peut aboutir à des choses comme ça, parce qu'on en est vraiment alors extrêmement loin. Et l'idée de quelle université, enfin d'avoir une université démocratique, émancipatrice, véritablement publique, ça peut être intéressant de se dire que l'université européenne, mais pas seulement européenne, au fond, elle serait comme ça. Enfin, je veux dire, c'est cette idée qu'on défend de quelle université on veut celle-là, avec l'idée de l'écologie du savoir qui me semble un concept à retravailler. Alors, deux questions. Une question sur, tu as dit, Manolo, que finalement, en Espagne, tu remerciais la France insoumise parce que l'ESR, l'enseignement supérieur, était quand même important, donc du coup, en organisant cette journée. Et je me disais, en Espagne, Podemos, quelle est la position justement de Podemos sur comment est-ce qu'ils traitent la question de l'ESR et tes idées, par exemple? Est-ce qu'il y a un lien? Y segunda question. Et deuxième question, par rapport aux espaces et aux coopérations internationales. Comme je sais que tu travailles sur les espaces de la Méditerranée, est-ce que ça pourrait avoir un sens dans nos approches qu'on ne veut pas eurocentriques, justement, de voir, on a l'Amérique latine, l'Europe, Méditerranée, Afrique. Est-ce qu'on peut aller vers des sortes d'alliances internationales ou, comme on disait ce matin, cette idée de via universitaria, que du coup je remets aussi dans cet atelier, voir un peu vos positions là-dessus. Oui, bon, moi c'est juste une remarque en fait que je voulais faire, qui est un peu dans le sillage de ce que tu viens de dire, Patricia. Moi, ce qui m'a frappé là, tout au long de cette journée, c'est qu'en fait, quel que soit le pays dont nous sommes originaires, en réalité, nous parlons de la même chose, nous évoquons les mêmes objectifs. Alors, je ne vais pas les relister pour ne pas être trop long. J'en ai fait pour un petit inventaire qui n'est pas encore exhaustif, mais qui inclut des points ou qui peut développer des points que tu viens d'évoquer au travers démarchandiser. Mais qu'est-ce que ça veut dire démarchandiser? Qu'est-ce que ça veut dire démocratiser? Voilà. Bon, il y a d'autres points, moi, qui me semblent importants, par exemple sur la question de la science et qu'on ne pose pas suffisamment les limites. C'est-à-dire, s'il s'agit de rendre la science démocratique et commune et d'avoir des communs de la science, il faut aussi poser la question des limites à poser à la déraison scientifique. En même temps, il faut aussi libérer, je pense au transhumanisme et à toutes ces choses-là, et en même temps, il faut libérer et démarchandiser les possibilités de création, que ça soit dans le domaine alimentaire, médical, etc. Donc, au bout du compte, sortir ça de l'orbite des multinationales. Enfin, il y a tous ces éléments qu'il faut absolument ajouter ou promouvoir des programmes comme tu as évoqué tout à l'heure. Mais bon, je ne détaille pas. Ce que je pense, c'est qu'on pourrait, enfin moi je fais cette proposition, on pourrait au terme de cette journée décider peut-être de la constitution collective d'une plateforme, pour ne pas employer le terme de feuille de route, mais qui serait notre plateforme de valeurs et de propositions, qui est une portée non seulement française, bien évidemment, mais aussi, telle qu'on l'a trouvée dans le livret ESR, mais aussi au niveau européen et au niveau international, parce que finalement, c'est tout le temps les mêmes ingrédients, les mêmes packages qui nous dominent
et dont il faut sortir. Et je pense qu'on devrait faire cette plateforme, je dirais, sur... demain, c'est le 26 en France, avec une grande manifestation qui unit, pour une fois, partis politiques, syndicats, associations. Finalement, est-ce qu'on ne pourrait pas faire cette plateforme internationale et qu'elle soit aussi signée, portée par aussi bien des partis politiques comme la France Insoumise ou d'autres, des syndicats comme le SNESUP ou d'autres, des ATTAC ou d'autres, etc., ou des équivalents en Espagne, en Argentine ou ailleurs. Voilà. Et moi j'ai un petit problème avec les formulations de 2 items du texte de départ. Croissance de l'investissement public dans le ESR européen et réorientation des programmes européens de formation et de recherche. Est-ce qu'on peut avancer comme revendication le fait de réorienter les programmes européens que l'on a largement dénoncé à juste titre durant toute la journée et montré qu'ils étaient directement organisés et conçus pour la rentabilité et le I de innovation, par exemple, qui vient d'être ajouté au titre du ministère de la Recherche en France, n'est pas innocent. Mais au plan européen, c'est ceci à la puissance 10. Donc est-ce que la revendication est celle de la réorientation de quelque chose dont, à mon avis, on doit demander la suppression et la reconstruction sur d'autres bases? De la même manière, croissance de l'investissement public dans le SR. Bon, certes, aujourd'hui, la plupart des programmes H2020 en premier, mais précédemment, le 7e, 6e, 5e PCRD étaient ciblés, alors sont ciblés de plus en plus, mais étaient ciblés quand même, sur des aspects innovation, c'est-à-dire en définitive sur les aspects appliqués visant à donner des éléments aux multinationales. Est-ce qu'il faut exiger le fait qu'il y ait augmentation des budgets publics de l'ESR au niveau de l'Europe et donc de fait dire vous allez encore une fois être soumis à des appels d'offres européens, parce y compris si c'est autre chose que innovation, mais si c'est, disons, sur des recherches plus fondamentales à visée non lucrative, certes, mais si ça reste dans un cadre d'appel d'offres, ben il est évident que ça va à l'encontre de ce que l'on revendique. Ce qui fait que, pour moi, aujourd'hui, la question posée, c'est celle de la croissance du budget public dans les différents budgets des pays européens, avec une redistribution directe vers les universités et les organismes de recherche, là où ils existent. Et je pense que j'ai peut-être mal compris, mais je pense que c'est une discussion qui a de l'importance par rapport à ce qu'on avance d'un point de vue concret vis-à-vis de l'ensemble des acteurs de l'ESR. Sí, bueno, comenzando por el final, yo creo que efectivamente esa propuesta es una propuesta necesaria, que creo que debemos comenzar a trabajar en ella ya. Enfin, je vais essayer de commencer par la fin. Oui, c'est effectivement, je pense qu'on doit déjà, la dernière proposition, on doit déjà commencer à y travailler. La segunda cuestión, ¿qué pasa en España con las políticas de la indignación y la universidad?
¿Qué pasa en España con las políticas de la indignación y la visión del conocimiento científico? ¿Qué pasa en España con la concepción de las políticas de la emancipación y el papel que pueden jugar la universidad y el conocimiento científico en la transformación social? Qu'est-ce qui se passe avec justement cette idée d'indignation? Qu'est-ce qui se passe avec cette idée d'indignation et de l'université avec le domaine scientifique, enfin les domaines de connaissances? Qu'est-ce qui se passe avec cette réflexion d'université, d'émancipation, et ainsi de suite? En mi opinión, lo que ocurre es que tratan de responder a las subjetividades neoliberales, pero forman parte a su vez de esa subjetividad neoliberal. À mon avis, ils essayent de mettre en place justement tous ces objectifs de subjectivité néolibérale, mais ils font partie de tout ce concept néolibéral, font partie de tous ces subjectifs néolibéraux. Consciente o inconscientemente han asumido las reglas del capitalismo académico. Eso les impide promover imaginarios con posibilidad de transformación social. Consciemment ou inconsciemment, ils se sont ancrés, ils se sont mis en tête cette idée et ils partagent cette idée de capitalisme académique. Imaginarios les impide poner en marcha imaginarios con capacidad de transformación social. Sí, sí. Bueno, esto es un nuevo obstáculo que hay que sortear. En la actualidad estoy haciendo una investigación sobre el mapa escolar en la ciudad de Valencia, de la enseñanza primaria y secundaria. Oui, ça c'est donc un des obstacles qu'on doit soulever. Là, je suis en train de faire des recherches sur la cartographie éducative dans le domaine du secondaire au sein de la ville de Valence. Es una investigación con 20 profesores universitarios, con recursos, con encuestas, con investigación cualitativa. Una de nuestras conclusiones es que también ocurre algo parecido. C'est une recherche avec une vingtaine de professeurs, avec également des universitaires, avec des enquêtes, donc une recherche qualitative également. Donc en conclusion, c'est que on a une analyse assez similaire de ce qui est en train de se passer ici. La competitividad forma parte de las representaciones de los profesores y profesoras de la escuela pública y de las familias, de los niños y de las niñas que están en la escuela pública. Una competitividad arraigada y que es difícil de transformar. C'est l'idée que justement il y a une compétitivité qui se développe au sein de l'école publique, qui se développe au sein des enfants, au sein des filles et des garçons qui sont dans ces écoles, dans ces différentes écoles. Et cette idée de compétitivité qui était extrêmement difficile à changer de sens et de réflexion. Acabo esta idea. Si queremos volar, como decía Bourdieu, hemos de asumir esta ley de la gravedad. Comme disait Bourdieu, si nous voulons voler, il faut assumer cette loi de la gravité. Respecto a las cuestiones internacionales, los foros sociales mundiales, los foros sociales de ciencia y democracia, desde el año 2000 están planteando, ¿no?, los elementos con los que se podrían construir esa nueva internacionalización.
au niveau international, les différents forums sociaux mondiaux, les différents forums de sciences et de démocratisation sont en train de réfléchir et sont en train de mettre sur la table les différents thématiques et différents objectifs qu'on se donne, nous, ici, aujourd'hui. Desde la Fundación Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas del Mediterráneo, de la cual formo parte, estamos llevando unas iniciativas. Es una fundación que tiene casi 90 círculos ciudadanos en las dos orillas del Mediterráneo. Y estamos proponiendo... À travers la fondation, par exemple la fondation à laquelle je participe, d'Assemblée des citoyens de la Méditerranée, qui regroupe à peu près 90 cercles. Pardon. Dos iniciativas, una transversal dentro de los estudios superiores, ¿no?, que sea capaz de generar algún tipo de máster y proyecto de conocimiento común entre los países del Mediterráneo. La segunda, vinculada a los estudios de la enseñanza infantil y primaria. Il y a deux propositions qui se décartent. La première est assez transversale sur une réflexion, par exemple, d'avoir des masters en commun sur toute la zone de la Méditerranée, de chaque rive de la Méditerranée. La seconde concerne un peu plus sur la petite enfance et justement la promotion de l'éducation au sein de la petite enfance. Tiene muchas dificultades porque imaginad el tema de las mujeres, el tema de la religión, el tema de la democracia. Pensad en países como Marruecos, como Argelia, como Israel, como Palestina, que forman parte. Pero ese trabajo es la ecología de saberes y eso es lo que tenemos que enfrentar. Oui, il y a bien évidemment des difficultés, car parler de démocratisation s'affronte à des choses assez concrètes. La place de la femme dans différents pays, au Maroc, en Algérie ou d'autres, la place de la religion qu'il faut parfois réfléchir ou affronter. C'est toutes ces difficultés qu'il faut que je pense que l'idée justement de l'émancipation, de l'écologie universitaire, de l'écologie de l'éducation et que nous devons affronter. Oui, je pense qu'on approche de la fin, c'est ça? D'accord. Je vais d'abord parler de l'aspect financier, puis après une réflexion générale. Sur l'aspect financement, augmenter les financements publics européens ou augmenter les financements publics nationaux, cette question, elle ne peut venir qu'en aval et non pas en amont. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a défini un projet, qu'on a établi les rapports de force, dans l'état actuel des choses, évidemment, que ça ne doit pas être au niveau européen. Avec une Europe néolibérale, évidemment que non. Enfin, avec des pays et une Europe néolibérale, évidemment que non. Par contre, si nous avions une Europe telle qu'on la souhaite avec, dans les États, des gouvernements tels qu'on le souhaite, la question se poserait tout à fait différemment. Donc, mais je dis parce qu'il y a souvent un piège dans lequel on tombe, y compris certains leaders politiques, c'est de notre orientation politique, c'est de parler de leurs projets futurs sur la base d'une analyse uniquement du présent. Et donc, il y a parfois un rapport à la nation et à l'Europe qui est marqué par le présent et non pas par le futur qu'on veut construire. Il y a une sorte de hiatus, de paradoxe là, qui parfois m'étonne et aussi qui m'effraie un peu, parce que du coup, on induit tout le monde en erreur, de la part d'erreurs faites par des responsables syndicaux ou politiques, au niveau français et au niveau européen. Le second point, je pense à une phrase que j'ai lue d'un mec qui n'est pas du tout un progressiste, qui ne fait pas de politique, mais qui est un peintre, qui est Delacroix. Il a écrit qu'il y a un journal personnel dans lequel il y a à la fois des horreurs, notamment à l'égard des rapports hommes-femmes, et puis il y a aussi des bijoux.
des choses extrêmement intelligentes et précieuses. Et par rapport à la peinture, il dit la plupart des peintres s'attachent à faire des super beaux détails et finalement, il n'y a pas de tableau. Et lui, si vous regardez ses œuvres, les détails, franchement, c'est du grand n'importe quoi, bien souvent, mais enfin, c'est pas terrible. Mais par contre, la composition des tableaux, l'ensemble est absolument génial. Donc, il faut qu'on fasse attention à penser dans un paysage dont on voit la structure globale et à ne pas trop travailler les détails alors qu'on n'a pas encore l'idée du paysage global. Je le dis parce que... Non, je n'en dirai pas plus, sinon je serai trop long. Je vais faire une petite réponse, revenir un petit peu sur cette question face à la croissance de l'investissement public dans le SR européen. Évidemment, il faut comprendre dans les différents pays européens, premièrement. Et deuxièmement, en fait, depuis 2016, il y a une baisse des financements dans la recherche, notamment en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et aux USA. Vous allez me dire, il y en a 2 qui ne font pas partie forcément de l'Union européenne. Et pendant ce temps-là, il y a un dumping qui s'organise entre les différents États à propos des crédits impôts recherche, où c'est je ne finance pas ma recherche, mais je finance des crédits impôts recherche. Comme ça, voilà. Ça, c'est contre ça qu'on se bat. Donc, la croissance de l'investissement public dans les différents pays, européens, c'est croissance de l'argent public pour l'enseignement supérieur et la recherche au sein de chacun de ces pays. Pour revenir sur la réorientation des programmes européens de la formation et de la recherche, ça va dans le sens de ce que tu dis, c'est-à-dire que le jour où nous serons au pouvoir et où l'Europe sera celle que nous souhaitons, évidemment que l'appel de Dakar, et pas de souci, on fait les 2%, enfin je m'engage peut-être en disant ça, mais voilà, c'est de ça dont il s'agit. Voilà. Je pense que ça va être le moment d'aller retrouver l'autre équipe, l'autre atelier. Vous avez fini de l'autre côté ? Ouais. Ils sont en train de terminer. Je vous remercie vraiment à toutes et à tous pour votre participation et je pense qu'on peut poursuivre les débats après la restitution et après l'allocution de Charlotte Girard tout à l'heure. Merci.